Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Imaginons un peu la scène. On arrive au bureau le matin, on allume son ordinateur et on se plonge directement dans un dossier hyper complexe. Ouais, le genre de tâche qui demande vraiment toute notre attention, quoi. Exactement. Le truc où il faut croiser des dizaines de variables, rédiger un plan stratégique, ou bien débugger une architecture logicielle infernale. Bref, on y passe 3 bonnes heures, on y net toute son expertise. Et puis juste comme ça, par curiosité, on demande à un nouvel outil en ligne de faire la même chose. Et là, 4 secondes plus tard, le résultat s'affiche à l'écran. Et c'est impeccable. C'est ça, c'est parfait, sans la moindre erreur. Et face à ça, la toute première réaction viscérale, c'est une forme de vertige. C'est une panique silencieuse. Ah, mais complètement. Et pour le coup, cette panique, elle est parfaitement justifiée quand on regarde les chiffres. Ah oui, les fameux chiffres du Forum économique mondial. Exactement. Ils ont posé un constat clinique qui fait froid dans le dos. D'ici 2025, c'est 85 millions de postes qui seront soit radicalement transformés, soit juste purement et simplement supprimés. 85 millions, c'est massif? C'est gigantesque. Ce n'est plus de la science-fiction, là, c'est la réalité de notre marché du travail aujourd'hui. Sauf que ce qui est fascinant, c'est ce qui se passe juste après cette panique. Très vite, l'illusion du contrôle reprend le dessus, on se rassure. Oui, on se dit que de toute façon, la machine va tout apprendre. Voilà, on se dit que c'est juste une question de temps, de puissance de calcul, et du coup, la conclusion qu'on en tire, c'est qu'il faut absolument devenir celui qui murmure à l'oreille des algorithmes. Le fameux ingénieur de requête. C'est ça. On veut tous devenir des experts en prompt pour parler à l'IA plus vite que les autres. Eh bien, notre exploration d'aujourd'hui va démontrer pourquoi c'est une erreur colossale. Une erreur qui coûte une énergie folle pour un résultat proche de zéro, en fait. Le diagnostic de départ est mauvais. Parce qu'on pense que ce sont des limites temporaires. C'est exactement ça. On croit que les failles de l'IA sont des petits bugs que la prochaine mise à jour de la Silicon Valley va magiquement corriger. Sauf que ce que nous allons décrypter là, ce sont des murs architecturaux. Des plafonds de verre. Des plafonds structurels. L'intelligence artificielle ne les franchira pas d'ici 2030 et très probablement jamais. Donc, le contrat pour notre analyse d'aujourd'hui, il est très clair. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi cette course folle à la productivité, cette tentative de battre l'algorithme sur son propre terrain, c'est une bataille perdue d'avance. Et surtout, l'idée, c'est de renverser totalement la manière de voir sa carrière. Il faut arrêter de lutter contre la machine. Pour rediriger toute son attention vers 3 compétences strictement humaines. 3 forteresses qui sont impossibles à coder. Et si on arrive à maîtriser ces 3 piliers, eh bien, la technologie redevient simplement ce qu'elle doit être, un outil d'exécution, rien de plus. Et on crée un avantage concurrentiel intouchable. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Le premier grand mythe qu'il faut absolument déconstruire, c'est cette illusion de la machine toute puissante. Le problème mal compris, en fait. Voilà. Quand on lit la presse économique, on a l'impression que le problème, c'est que l'IA est devenue trop intelligente. Sauf que le vrai problème, c'est qu'on a fini par accepter une définition vraiment pauvre de l'intelligence. Une définition quasi mécanique, oui. C'est vraiment la racine du malentendu. Parce que si on regarde sous le capot d'un modèle de langage, même le plus récent, il fait quoi fondamentalement ? Il écrit des poèmes, il fait du code. Oui, en apparence, mais techniquement, il ne fait qu'une seule opération. Il prédit des tokens. Il devine la prochaine séquence de mots en calculant des statistiques probabilistes sur des milliards de textes passés. C'est juste des probabilités. Mathématiquement, c'est un exploit monumental, mais existentiellement, c'est un vide abyssal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réalité, aucune substance derrière les mots qui sont générés sur notre écran. Aucune. Ce modèle, il n'a pas de corps. Il n'a pas d'histoire personnelle, ni de souvenirs d'enfance, ni de douleur. Il ne ressent pas du tout l'angoisse du temps qui passe ou la peur de mourir. Donc quand l'algorithme pond un texte super bien rédigé pour, je sais pas, annoncer le licenciement de toute une équipe, il ne ressent aucun malaise éthique. zéro malaise. Il ne fait que calculer. Il y a une métaphore que je trouve absolument redoutable pour illustrer ça. Cette différence entre le calcul froid et la conscience humaine.
C'est la métaphore de la pomme. Ah oui, vas-y, elle est très parlante. C'est comme si on possédait un dictionnaire absolu, un ouvrage infini. Et ce livre décrit avec une perfection chirurgicale la composition chimique d'une pomme. Il connaît le taux de fructose au gramme près, quoi. Exactement. Il connaît l'épaisseur exacte de la peau, la façon dont la lumière tape sur sa couleur rouge. Bref, c'est le savoir absolu. Sauf que ce dictionnaire n'a jamais pu mordre dans cette pomme. Il n'a pas l'expérience sensorielle. Voilà. Il n'a jamais ressenti le bruit que ça fait quand on croque dedans. Il n'a jamais eu le jus qui coule sur les doigts. Et surtout, il ne peut pas associer cette saveur à un goûter précis de son enfance. Le traitement massif de la donnée, c'est génial, mais ça n'achètera jamais l'expérience incarnée. Et cette image de la pomme, elle rejoint parfaitement les recherches en sciences cognitives d'aujourd'hui. Surtout les travaux de Gary Marcus. Le chercheur de l'Université de New York, c'est ça? C'est ça. Ces recherches démontrent de façon très claire que l'IA excelle dans les environnements stables, quand les problèmes sont bien délimités et que les règles ne bougent pas. Comme aux échecs ou pour la traduction. Typiquement, oui. Mais là où elle s'effondre littéralement, c'est face à l'ambiguïté. Et le monde professionnel, la vie de bureau au quotidien, c'est quand même le royaume absolu de l'ambiguïté. Les règles changent tous les matins en fonction de l'humeur d'un gros client ou d'une crise entre deux départements. Mais exactement. Et puisque la faille tectonique de la machine, c'est son manque d'existence incarnée, c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Ça nous mène direct à nos angles morts, à notre première forteresse. L'intelligence relationnelle contextuelle. Alors attention avec ce terme, parce que pour beaucoup ça sonne un peu comme du vocabulaire de développement personnel. Oui, on s'imagine le fait d'être avenant, sympa. C'est ça, ramener des chouquettes le vendredi ou avoir un peu d'entre-gens à la machine à café. Sauf que ce n'est pas du tout ça. Ah non, pas du tout. Là on parle d'une compétence de haute précision. L'intelligence relationnelle contextuelle, c'est une perception multicanale et instantanée. Quand deux humains discutent, les mots qu'on entend, c'est juste la surface visible. La pointe de l'iceberg. En dessous, il y a la tension musculaire dans les épaules, il y a le rythme de la respiration de l'autre, le sous-texte culturel, le poids de tous les conflits passés qu'on n'a pas résolus. Et même les silences. Et même les silences, oui. Et le cerveau humain, qui a été façonné par des millions d'années d'évolution, il traite tous ces signaux en une fraction de seconde, sans même qu'on s'en rende compte. Les données de l'Université de Californie, l'UCLA, donnent vraiment le vertige là-dessus. Leurs études montrent que 55% de notre communication émotionnelle, ça passe exclusivement par le langage corporel. 55%, c'est énorme. C'est massif. Ensuite, 38% passent par l'inflexion, la mélodie ou le ton de la voix. Ce qui veut dire qu'il reste à peine 7% pour les mots réels. 7 petits pourcents. Et l'IA, même avec les meilleurs modèles du monde qui analysent un compte-rendu, elle n'opère que sur ces 7%-là. C'est pour ça que certains professionnels arrivent à surperformer de façon totalement irrationnelle. Prenons l'exemple d'une directrice commerciale. Celle qui gagne tous les gros contrats là où ses collègues échouent. Voilà. Pourquoi elle gagne ? Pas parce que ses arguments tarifaires sont techniquement meilleurs. Elle gagne parce qu'elle perçoit ce fameux sous-texte. Elle sait d'instinct quand son client décroche de la logique et a besoin d'être rassuré émotionnellement. Elle sent quand il faut arrêter de parler, quoi. Elle capte le moment très précis où le silence est nécessaire. Un algorithme de vente, aussi poussé soit-il, ne pourra jamais dicter ce timing-là. Bon, attends, je me fais l'avocat du diable une minute. Vas-y. Poussons un peu la logique de la technologie à son paroxysme. Imaginons que dans, disons, 3 ans, on équipe l'intelligence artificielle avec des caméras hyper haute définition, des micros ultra sensibles. Des trucs capables de voir la dilatation des pupilles ou de capter la microtranspiration. C'est ça. Si la machine arrive techniquement à capter ces fameux 93% restants et qu'elle ajuste son discours en temps réel, est-ce que le problème n'est pas réglé? Est-ce qu'on s'en soucie vraiment que l'IA ne ressente rien, si le résultat final pour le client est le même? Alors c'est l'argument classique. Et c'est une excellente objection. C'est le grand fantasme de la simulation. Oui, l'IA va pouvoir capter un pic cardiaque, elle va coller une étiquette dans son système du genre « client anxieux, appliquez le protocole de voix douce numéro 4 ». Et ça marche pas. Ça marche pour se faire rembourser un billet d'avion par le service client. Mais il y a un mur invisible dès que l'enjeu devient vital. La confiance humaine, la vraie, elle exige une vulnérabilité partagée. Attends, la vulnérabilité partagée, c'est-à-dire que l'illusion de l'empathie, ça suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Notre cerveau passe son temps à tester inconsciemment la sincérité de celui d'en face. Pour comprendre vraiment la lourdeur d'un silence de 3 secondes dans une négociation à 10 millions d'euros, il faut partager le même risque d'échouer. Je vois. L'IA détecte le signal, mais l'humain raisonne avec. Voilà. C'est cette certitude que la personne en face de nous a autant à perdre que nous.
C'est uniquement ça qui permet de sceller un accord Mayer. Et ça a créé un pont parfait vers notre deuxième grande idée. Parce que capter l'information émotionnelle dans une pièce, ok, c'est une chose. Mais quand on a des informations complètement contradictoires, l'empathie ne dit pas ce qu'il faut faire. Absolument. D'où la deuxième forteresse. Le jugement éthique sous incertitude radicale. Là, on touche carrément au cœur du réacteur de la prise des décisions. Décider quand tous les voyants sont au vert sur un tableau Excel, c'est facile. Ça, la machine le fera 100 fois plus vite. Le vrai défi, c'est quand les données sont incomplètes. Incomplète, et surtout quand on a des valeurs humaines qui entrent en collision frontale. C'est le quotidien des directions d'entreprise, ça. Prenons un cas classique. Un manager qui a dans son équipe un vendeur exceptionnel. Le gars génère 40% du chiffre d'affaires à lui tout seul. Sauf qu'il est incroyablement toxique avec les autres. C'est le dilemme terrible. L'IA, elle, optimise les métriques de rentabilité, donc elle va analyser les chiffres à court terme et recommander de le garder. C'est logique. Mathématiquement, c'est logique. Mais le manager humain, il sait qu'il doit anticiper la destruction de la santé mentale de tout le reste de l'équipe. Et voilà le conflit frontal. Survie économique immédiate contre intégrité du collectif. Et pour comprendre pourquoi la machine est inapte face à ce genre de dilemme, il faut évoquer Nassim Nicolas Taleb. Ah, le philosophe et essayiste? Et son concept central, skin in the game, avoir sa peau en jeu. Taleb explique que c'est la prise de risque personnelle, le fait d'être exposé aux conséquences de ses propres actes, qui transforme un simple avis technique en un véritable jugement. Bah oui, parce que par définition, l'algorithme n'a rien à perdre, lui. Exactement. Il ne sera pas licencié. Si sa recommandation détruit la boîte de l'intérieur, il n'a pas de réputation à ternir. Il ne rentrera jamais chez lui le soir avec la boule au ventre après avoir viré quelqu'un. Il ne connaît pas l'insomnie. Parce qu'elle n'assume aucune conséquence. L'IA ne prend pas de décision, elle produit des statistiques. Il n'y a aucune équation mathématique capable d'hiérarchiser la transparence face à la bienveillance. Le jugement demande du courage moral. Et un algorithme n'a pas de courage, tout simplement parce qu'il n'a pas de peur. Ouais, le courage d'assumer face à un groupe. Ce qui nous amène directement à notre troisième compétence humaine irremplaçable, la création de sens collectif, le fameux sense-making. Le sense-making, c'est l'art d'aligner des individus. C'est fédérer un groupe entier autour d'une vision, surtout quand on navigue dans le brouillard complet. C'est le propre des grands leaders. Oui, ou d'un prof qui change la vie d'un élève, ou d'un fondateur qui garde son équipe soudée pendant une énorme crise. Pour bien imager la différence entre l'IA et l'humain là-dessus, il y a une analogie que j'aime beaucoup. C'est l'histoire du navire. L'IA, en fait, c'est le GPS du bateau. D'accord. S'il y a une grosse tempête, le GPS calcule direct la nouvelle route la plus optimisée. Techniquement, c'est la perfection. Sauf que le sense-making, ce n'est pas la route, c'est le capitaine humain. Celui qui est sur le pont, sous la pluie. Ne cède pas à la panique et ne saute pas par-dessus bord. Le GPS donne la direction, mais c'est le capitaine qui donne le sens. C'est une image chirurgicale. Et ça s'aligne totalement avec les recherches du sociologue Carl Weick sur le sense-making. Il montre bien que la création de sens, c'est pas juste tenir un discours rationnel. C'est un processus intersubjectif. Attends, décortiquons un peu ce mot intersubjectif. Ça veut dire que la conviction, l'envie de suivre quelqu'un, ça ne naît pas d'une logique mathématique pure. Ça naît de la reconnaissance mutuelle. On a besoin de voir un autre humain, en fait. Oui. Les membres d'une équipe ont besoin de se reconnaître dans un autre être vivant, quelqu'un qui partage la même vulnérabilité, la même condition humaine. C'est indispensable pour accepter de plonger dans l'inconnu avec lui. On le voit beaucoup lors des grosses fusions d'entreprises. Historiquement, une fusion, ça peut causer une fuite des talents monstrueuse. Parfois, on frôle les 40% de turnover. Et pourtant, il y a des directeurs des ressources humaines qui traversent ça sans perdre un seul talent clé. Et je t'assure qu'ils ne font pas ça en installant le dernier logiciel prédictif de rétention des talents. Surtout pas, ouais. Ils réussissent en instaurant une présence physique et mentale, en créant ce qu'on appelle des cafés du sens, des moments d'écoute informels. Où les gens peuvent juste verbaliser leur peur. Voilà, avant même d'afficher le moindre graphique financier, ils valident l'angoisse des salariés. La machine va produire un discours rassurant, brillant, mais la confiance, c'est un saut dans le vide irrationnel qu'on n'accorde qu'à un pair, un autre humain. Bon. Savoir que l'intelligence contextuelle, le jugement éthique et la création de sens sont nos boucliers, intellectuellement, c'est super rassurant. Mais passons à la pratique. Parce que la réalité crue, c'est comment on fait si on n'est pas naturellement doué pour tout ça. On n'est pas tous des empathes naturels capables de lire l'ambiance d'une salle en 5 secondes. Et c'est là toute la puissance de cette analyse. Ces compétences ne sont pas des dons innés, tombés du ciel, ce sont des muscles.
Et un muscle, ça se travaille. Bien sûr, sauf qu'il s'atrophie si on délègue tout notre travail à un écran. Pour s'armer face au marché de 2030, il faut appliquer un modèle mental, un cadre d'entraînement concret qu'on peut démarrer dès demain matin. Alors, concrètement, comment on audite et on muscle ça? Expliquons un peu la mécanique. Commençons par l'intelligence relationnelle contextuelle. La méthode d'entraînement, c'est de systématiser l'écoute active profonde. L'exercice est simple, hein. Après chaque réunion importante, il faut s'isoler 5 minutes pour cartographier tout ce qui n'a pas été dit. Faut traquer les fameux signaux faibles, quoi. Exactement. Forcer son cerveau à se rappeler à quel instant précis le client s'est braqué en croisant les bras, qui a regardé ses chaussures au moment de parler du budget. Quelle était l'émotion de la pièce à la toute fin? J'imagine qu'au début, faire ça systématiquement, ça doit être un peu épuisant. Très épuisant. Mais mécaniquement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? On construit des heuristiques, des raccourcis mentaux basés sur l'expérience. Plus on force son attention là-dessus, plus le cerveau va repérer ses schémas tout seul la fois suivante, jusqu'à ce que ça devienne un instinct foudroyant. C'est génial. Et pour développer le jugement éthique, on fait quoi? Là, on sort un outil redoutable, le journal de décision. Comment ça marche, un journal de décision au bureau? Le but, c'est d'avoir une traçabilité de ses propres biais cognitifs. Je te donne un exemple. On doit promouvoir quelqu'un. On a Marc et Sophie. Les statistiques de vente disent Marc, mais l'intuition dit Sophie, parce qu'elle a porté l'équipe pendant une crise. Dans le journal, on note tout ça. Oui, on écrit date, 14 avril, décision, promouvoir Sophie. Données brutes, Marc a 15% de vente en plus. Conflit moral, chiffre à court terme contre solidité du groupe. État émotionnel, je suis très anxieuse car je vais devoir m'en justifier auprès de la direction. D'accord. Et l'intérêt, c'est de relire ça plus tard. Exactement. 6 mois après, on confronte ces notes à la réalité. Est-ce que ce choix a fonctionné? On relie ses doutes du passé et on se forge une base de données expérientielle que personne d'autre n'a. Aucune IA ne peut scraper vos propres doutes. C'est impossible. C'est aussi pour ça que lire de la philosophie morale pratique, c'est très utile. Aristote, Kant, pas pour y trouver des recettes miracles de management, hein. Non, c'est plutôt de l'haltérophilie intellectuelle. C'est pour muscler sa capacité à encaisser la contradiction. Savoir argumenter quand toutes les options sont mauvaises. Là où la machine se contenterait de faire une liste de pour et de contre sans prendre le risque de trancher. Le cerveau s'habitue à la friction, tout à fait. Et pour la troisième compétence, le sense-making, l'entraînement repose sur la reformulation active. C'est-à-dire, En pleine négociation tendue, au lieu de forcer sa stratégie, on s'oblige d'abord à reformuler la position de l'autre et surtout à valider la température émotionnelle du groupe à voix haute. du genre, je sens bien que cette nouvelle direction technique vous inquiète, et c'est tout à fait légitime. Au vu de ce qu'on a tous traversé l'an dernier. Mais voilà pourquoi on va y aller ensemble. Nommer l'émotion dans la pièce, ça détruit la tension instantanément et ça génère de l'adhésion pure. C'est puissant. Pour savoir s'il est temps de mettre ce programme de musculation mentale en place, il y a un test de vulnérabilité très simple à faire. Une question brutale pour évaluer où on en est. Chacun devrait se poser cette question très sérieusement. Est-ce qu'un algorithme, avec accès à tout l'historique de ma boîte et tout le contexte de mon marché, pourrait accomplir la majorité de ce que je fais au quotidien? Ici, en étant très honnête, la réponse est probablement oui d'ici 3 à 5 ans. Alors l'alarme rouge doit s'allumer tout de suite. Vouloir optimiser ces tableaux Excel toujours plus vite, c'est suicidaire. Il faut opérer un pivot massif vers l'aspect narratif, relationnel et éthique de son travail. Parce que, malgré les prévisions de destruction de postes, on annonce aussi la création de 97 millions de nouveaux emplois. Des postes centrés sur la coordination, le soin, la stratégie humaine. Le marché du travail ne va pas disparaître, il va bifurquer. Radicalement. Les professionnels indispensables de demain ne seront plus les techniciens du savoir. Le savoir est déjà une commodité gratuite. La valeur inestimable, ce sera d'apporter un discernement critique et une écoute que personne d'autre ne peut simuler. On arrive au moment de la prise de décision. Ce soir, en fermant l'ordinateur, il y a un choix très clair à faire. Soit on continue de s'épuiser dans cette course contre la montre à vouloir être une machine plus performante que la vraie machine, Une bataille perdue. soit on accepte enfin de déléguer la mécanique pure, la synthèse d'infos et les probabilités à l'IA, pour concentrer 100% de sa bande passante sur ce qui fait notre singularité, relier les individus, assumer le poids des choix impossibles et donner du sens à l'action. Déléguer la mécanique pour sublimer l'humain. C'est vraiment le seul pivot stratégique qui ait du sens aujourd'hui.
Pour clôturer cette analyse, il y a une réflexion volontairement provocatrice à méditer à la fin de cette écoute. Imaginons l'interaction professionnelle la plus cruciale de la journée, celle avec le plus gros enjeu. Si, à la place de l'humain, un écran interactif avait délivré très exactement les mêmes mots, dans le même ordre, avec la même logique implacable, est-ce que le niveau de confiance accordé par l'interlocuteur aurait été rigoureusement le même ? Si la réponse est oui, il est grand temps de réinventer sa propre valeur ajoutée. À très vite. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.